Comment un pays longtemps présenté comme un miracle économique africain, un havre de stabilité politique, a-t-il pu basculer dans deux guerres civiles sanglantes en moins d'une décennie? Comment un État si riche en ressources, en potentiel humain, en culture, est-il devenu le théâtre d'une fracture nationale si profonde que même aujourd'hui, les plaies refusent de se refermer? Et surtout, qui sont les véritables instigateurs de cette tragédie moderne? La guerre civile ivoirienne n'est pas seulement l'histoire des hauts d'un affrontement entre des hommes politiques, ni d'un désaccord électoral qui aurait dégénéré. C'est une guerre qui trouve ses racines dans les silences du passé colonial, dans les manipulations identitaires savamment orchestrées depuis Paris, dans les blessures ethniques jamais cicatrisées et dans une question lancinante. Qui a le droit d'être ivoirien et qui ne l'a pas? Ce que vous allez entendre n'est pas un récit linéaire. C'est une dissection. Une plongée dans les veines ouvertes d'un pays que l'on a voulu modeler, contrôler, diviser. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, détrompez-vous. Car l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est aussi celle de nombreuses nations africaines, prises au piège d'une indépendance inachevée. Alors abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Parce qu'ici, on vous raconte ce que les livres d'histoire ont choisi d'oublier. Tout commence au début du XXe siècle, quand la France colonise la Côte d'Ivoire. Comme ailleurs, la logique est simple. Exploiter les terres, la main-d'œuvre, les ressources. Pas de projet de nation, pas d'unité à construire. Juste une administration qui sépare, qui hiérarchise, qui divise. Au nord, majoritairement musulmans, on recrute massivement pour les travaux forcés. Au sud, chrétiens et côtiers, on favorise une élite locale pour mieux asseoir l'autorité coloniale. Les bases d'une fracture sont déjà posées. Mais c'est en 1960, avec l'indépendance officielle, que commence le vrai paradoxe ivoirien. Félix Houphouët-Boigny, père fondateur du pays, incarne à la fois l'indépendance et la continuité coloniale. Proche de Gaulle, partisan du maintien des liens économiques avec la France, il crée un État centralisé, autoritaire, mais stable. L'économie ivoirienne explose, tirée par le cacao, le café et le bois. On parle du miracle ivoirien. Mais ce miracle repose sur une équation fragile, une croissance dopée par une Mindé, œuvre immigrée venue du Burkina Faso, du Mali et du nord du pays, un pouvoir ultra-personnalisé et une paix sociale maintenue au prix du silence. Pendant 3 décennies, tout semble tenir. Mais la mort d'Houphouët-Boigny en 1993 fait tout basculer. Le pays entre alors dans une transition politique brutale. Henri Konan Bédié, son successeur constitutionnel, hérite d'un pouvoir sans légitimité charismatique. C'est lui qui introduit un concept empoisonné, l'ivoirité. Officiellement, il s'agit de défendre l'identité nationale. Officieusement, c'est une arme politique. Car l'ivoirité sert à discréditer Alassane Ouattara, ancien Premier ministre et homme du Nord, musulman, dont le père serait burkinabé. Cette thèse est contestée, mais peu importe. Dans l'opinion publique, le doute est installé. Être né en Côte d'Ivoire ne suffit plus. Il faut prouver que ses 2 parents sont ivoiriens. L'ivoirité devient un filtre, une exclusion, et surtout un instrument pour barrer la route au pouvoir à ceux qui ne viennent pas du Sud chrétien. La fracture nord-sud se creuse. Dans les années 1990, la crise économique frappe. Le miracle s'essouffle. Le chômage monte. L'immigration est désignée comme bouc émissaire. Et dans cette atmosphère explosive, le discours identitaire prend racine. En 1999, un coup d'État renverse Bédié. Robert Gueye, un général, prend le pouvoir, mais lui aussi tente de s'accrocher et exclut Ouattara de l'élection présidentielle de 2000. Laurent Gbagbo, figure de l'opposition historique et leader du Front populaire ivoirien, gagne les élections après un processus chaotique. Son discours est souverainiste, panafricaniste. Mais sa présidence commence dans la violence, et l'exclusion d'une grande partie du nord du jeu politique alimente une colère latente. C'est dans ce contexte qu'éclate la première guerre civile, en septembre 2002. Des mutins venus du nord prennent les armes. Rapidement, ils contrôlent la moitié nord du pays. Le pays est littéralement coupé en 2. Au sud, le gouvernement de Gbagbo. Au nord, les forces nouvelles, dirigées par un homme qui va devenir central dans cette tragédie, Guillaume Soro. Mais qui arme les rebelles? D'où viennent les financements, l'entraînement, les munitions? Des questions que peu osent poser ouvertement à l'époque. Pourtant,
Plusieurs analystes, rapports confidentiels et enquêtes indépendantes pointent du doigt une aide logistique venant de pays frontaliers et un silence bienveillant de certains partenaires occidentaux. La France, officiellement neutre, envoie des troupes sous mandat de l'ONU pour séparer les belligérants. Mais sur le terrain, la perception est tout autre. Les soldats français sont accusés par les deux camps de partialité. Gbagbo accuse Paris de soutenir les rebelles. Et beaucoup de jeunes Ivoiriens y voient une nouvelle forme d'occupation. En 2004, l'armée ivoirienne bombarde une base française à Bouaké. En réponse, les forces françaises détruisent toute l'aviation ivoirienne. C'est un choc, un traumatisme national. Pour beaucoup d'Ivoiriens, c'est la preuve que leur pays n'est pas libre, que la France agit encore comme une puissance coloniale déguisée. Pendant ce temps, dans le Nord, les forces nouvelles établissent un État parallèle. Lois locales, impôts, checkpoints. Et une population musulmane, souvent stigmatisée, commence à se radicaliser dans certains cas. Pas forcément religieusement, mais politiquement. La division est désormais mentale, sociale, territoriale. En 2007, un accord est signé. Gbagbo reste au pouvoir, mais Guillaume Soro devient son Premier ministre. Une cohabitation étrange, tendue, qui ne règle rien. Les élections, maintes fois reportées, ont finalement lieu en 2010. Et tout s'effondre à nouveau. Selon la commission électorale indépendante, c'est Alassane Ouattara qui gagne. Mais le Conseil constitutionnel, dominé par les fidèles de Gbagbo, invalide les résultats dans plusieurs régions du Nord. Gbagbo se proclame vainqueur. Ouattara aussi. 2 présidents, 2 gouvernements. Une seule nation, en apparence. La tension devient insoutenable. Les partisans d'Ouattara s'organisent, les forces nouvelles reprennent les armes. Le pays replonge dans la guerre. Mais cette fois, la communauté internationale intervient de manière plus directe. L'ONU et la France reconnaissent Ouattara comme président légitime. En avril 2011, après des mois de combat, les forces pro-Ouattara, avec l'appui militaire français, assiègent Abidjan. Gbagbo est arrêté dans son bunker. Des images circulent dans le monde entier. L'ancien président humilié, traîné par des soldats, comme un trophée. Mais ce n'est pas la fin de la crise. C'est le début d'un nouveau cycle de ressentiment, d'injustice non réparée, de mémoire contradictoire. Car les crimes commis par les deux camps ne sont pas traités de la même manière. Gbagbo est envoyé à la Cour pénale internationale. Mais ses accusateurs restent impunis. L'impunité devient la norme. Et l'idée d'une justice des vainqueurs s'installe. Derrière cette tragédie, une question persiste. Pourquoi la France s'est-elle impliquée de manière si directe? Pour protéger ses ressortissants? Peut-être. Pour garantir la stabilité? Possiblement. Mais aussi, selon plusieurs analystes, pour maintenir son influence dans un pays stratégique, producteur de cacao, port d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest et pilier de la France-Afrique. Aujourd'hui encore, les traces de cette guerre sont visibles. Des familles séparées, des quartiers entiers marqués par les affrontements, des victimes sans justice, et une population qui, malgré les promesses de réconciliation, se méfie encore des discours officiels. Mais au-delà des noms, des dates, des conflits armés, c'est une question identitaire qui hante la Côte d'Ivoire. Qui est ivoirien? Celui qui est né ici ou celui dont les parents sont purement ivoiriens? Peut-on construire une nation sur l'exclusion? Et surtout, que signifie vraiment l'indépendance si les grandes décisions se prennent ailleurs? La guerre civile ivoirienne n'est pas un accident. C'est le résultat d'un processus long, complexe, douloureux. Un mélange de blessures coloniales, de rivalités ethniques, de manipulations politiques et d'intérêts géostratégiques étrangers. Il ne s'agit pas de désigner un seul coupable, mais de comprendre un système. Un système où la souveraineté africaine est souvent conditionnée, où l'histoire est écrite à l'encre des puissants et où les peuples, eux, paient le prix du silence. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Est-ce que l'Afrique est vraiment libre? Est-ce que nos nations sont réellement souveraines ou simplement indépendantes sur le papier? Dites-le en commentaire. Partagez cette vidéo si elle vous a éclairé, choqué ou interpellé. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car ici on n'oublie pas l'histoire. On la raconte comme elle est.